Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence à cette visioconférence. Ce matin, on a la chance de recevoir l'une de nos adhérentes qui est Aude Fuselier et qui va nous parler du reconfinement, comment surmonter les impacts psychologiques d'une situation de crise pour préparer l'avenir. Donc, bonjour Elodie, je vois qu'elle nous dit bonjour dans le chat. Je n'ai pas accès au chat par contre. Je réponds pour nous tous alors. Ouais, merci. Aude, je vous laisse la main. Le but, c'est que ce soit une visioconférence interactive. Donc, surtout quand Aude nous pose des questions, n'hésitons pas à y répondre, à nous confier. Euh, et puis, on va tous passer un très bon moment avec Aude. Je vous souhaite une bonne visioconférence et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce n'est pas forcément très sexy, mais j'ai essayé d'essayer de rester assez positive et d'intégrer des éléments qu'on va pouvoir utiliser tout au long de cette présentation. Parce qu'en effet, quand on a échangé avec Elodie il y a à peu près un mois, lors de la dernière animation, on s'était dit pourquoi pas envisager de proposer un atelier pour qu'on puisse essayer de surmonter en fait ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et c'est vrai qu'on vit des choses un peu compliquées. Et l'idée, c'est aussi de normaliser un petit peu tout ce qu'on est en train de vivre actuellement pour pouvoir sortir, avoir la possibilité de ressortir des choses positives de cette période qui est un peu compliquée. Euh, alors, je vais essayer d'être assez interactive et c'est l'objet aussi de cette présentation, de vous laisser le plus la parole possible. Ça dépendra en effet du timing et puis du nombre de personnes qui est présent. Mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse partager et échanger ce qui s'est passé, du vécu, et puis trouver des outils, des boîtes à outils à la fin. Donc, il y aura 3 grandes parties. Je vous laisserai la main au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, le confinement, le déconfinement, le couvre-feu, la tempête que nous avons vécue, on a eu aussi un attentat sur Nice, on a eu les fermetures des bars, des restaurants, on a eu tout un tas d'événements, de choses qui ont eu un réel impact au niveau de l'ambiance et des traumas qu'on peut trouver au niveau collectif. Et ça a eu aussi une incidence sur le vécu individuel et personnel. Et quand on parle de ces événements, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est sur une période très, très anxiogène, on le sait tous, avec les vécus d'une année un peu exceptionnelle. Premier confinement, ça a joué sur des peurs, on n'était pas préparé, on ne s'y attendait pas du tout. C'était loin, hein, la Chine, c'était très très loin. Ensuite, ça a été l'Italie, oui, mais les Italiens ne sont pas comme nous. Puis après, c'est arrivé chez nous. Et d'un seul coup, on a dû fermer les écoles, fermer les entreprises, ou en tout cas, tout accentuer et accélérer au niveau du télétravail, mettre en place la continuité pédagogique, travailler à la maison avec la famille. Toute la vie familiale, la vie sociale a été perturbée. On a eu vraiment une période assez exceptionnelle avec la politique de la terreur et de la peur. Ça a été la première étape. Ensuite, il y a eu la libération et la phase de décompression qu'on a pu vivre, à vivre plus ou moins bon an, mal an, l'été sans trop se soucier de l'après. On parlait d'une seconde vague, mais c'était loin et la seconde vague est arrivée et on a revécu un second confinement où là, vous avez vu, c'était une année particulière où le confinement a été vécu différemment dans le sens où il y a eu une sorte de culpabilité on a vécu cet été, oui, et puis c'est pas bien, c'est comme si c'était une infantilisation qu'on a vécue. Avec des protocoles de sanitaires qui ont été mis en place dans les commerces non essentiels, soi-disant non essentiels, avec des choses qui ont été mises en place et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait comme une stigmatisation de certaines personnes et une grande culpabilité sur cette phase de confinement, avec la phase de déconfinement que nous sommes en train de vivre. Donc là, alerte parce qu'il va y avoir aussi des moments de déconfinement qui vont être assez tendus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la première phase, lors du déconfinement, les gens pouvaient être stressés, peut-être inquiets. Et c'est vrai qu'on va se retrouver aussi avec des périodes un petit peu de transition qu'on vit aujourd'hui. Il y a aussi un autre élément, c'est que on est quand même suffisamment protégé dans notre société par rapport à la mort, par rapport à la maladie. Alors même si, oui, on meurt, oui, tous les jours, et il y a des maladies, oui, mais en tout cas, la relation à la mort et la relation à la maladie est quand même assez distanciée. Et là, c'est vrai qu'on a des décomptes macabres tous les jours, en tout cas en premier confinement et ensuite avec des décomptes macabres de voir que voilà, on meurt dans les hôpitaux, oui, on meurt et il y a des stigmatisations par rapport à ces éléments-là.
Un autre élément aussi qui rentre en ligne de compte, c'est la médiatisation. Si vous regardez BFM, les chaînes d'information, rappelez-vous, leur objectif, c'est de communiquer l'information à 100%, 24 sur 24. Et du coup, il y a des redondances d'informations et c'est souvent. Et c'est vrai que si on a tendance à regarder, on va être happé et stigmatisé sur ce genre d'informations qui vont au fur et à mesure être très anxiogènes et vous nous amenez à avoir qu'un prisme très parcellaire, à un élément très, très négatif de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, avec des injonctions paradoxales. On nous parle on est 68 millions d'habitants, je crois, en France, et on nous parle de 5000 l'IDREA. Bon, il y a un écart un petit peu particulier, on nous demande de faire attention, et puis en même temps, on nous ouvre certaines choses. Donc, il y a cette injonction paradoxale qui a du mal aussi à s'intégrer dans notre fonctionnement. Un autre élément également, c'est la notion du perte de lien. Je vous rappelle qu'on est, voilà, on est un animal grégaire, on a besoin de relations à l'autre, c'est important. Et on nous demande en effet de distancer ces relations sociales. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer puisqu'on s'est construit aussi dans la relation à l'autre. Et finalement, on nous dit, ouais, mais là, ça devient un danger, il va falloir vraiment prendre de la distance. C'est quelque chose, encore une fois, qui est difficilement à intégrer dans notre inconscient collectif. Et on va voir après les besoins fondamentaux que nous avons. Ça fait partie des choses qui nous construisent. Un autre élément qu'on a vécu et qu'on continue à vivre, la mise en place du chômage partiel, les fermetures, les faillites, c'est hyper anxiogène, notamment sur les activités qui ont dû fermer ou se restreindre. Même si en France, on a la chance d'avoir des aides, elles sont pas, voilà, il va y avoir un moment donné où ça va s'arrêter et puis les inquiétudes de comment ça va reprendre. Ça va reprendre et si ça reprend, est-ce qu'il ne va pas y avoir encore une troisième vague qui va s'installer? L'installation de la transformation de notre fonctionnement aujourd'hui, le télétravail imposé, la charge de travail. On sait que certaines personnes ont eu énormément, pendant le premier confinement, ont eu énormément de charges de travail, notamment les RH ou les dirigeants qui ont dû gérer et poursuivre l'activité économique dans leur pratique. On s'est rendu compte vraiment qu'il y a eu des personnes qui ont eu énormément de travail, puis d'autres qui étaient un petit peu plus apaisés et tranquilles parce qu'ils étaient soit en activité réduite, soit au chômage partiel, ou d'autres aussi ont pu continuer à poursuivre le travail. Donc, tous ces événements, tous ces éléments qui nous amènent aujourd'hui à avoir une incertitude sur l'avenir, c'est quelque chose qui est complètement normal, si je puis dire, dans le sens où on a tous vécu individuellement cette période-là qui aurait pu être quelque chose qui aurait pu être très anxiogène. D'autres l'ont vécu un petit peu différemment, mais en tout cas, on a tous vécu des éléments communs. C'est ce sentiment que nous avons d'impuissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas ce qui est en train de se passer. On n'a pas de marge de manœuvre. On fait ce qu'on peut, on nous impose certaines choses. Et ce manque de contrôle, cette incertitude sur l'avenir amène certains à repenser vraiment le fonctionnement complètement global de leur vie et du sens de la vie en général avec les périodes qu'on peut, des situations un petit peu tendues qu'on peut vivre. Je vous rappelle que notre cerveau, notre fonctionnement n'est pas adapté à cette incertitude. Le cerveau déteste l'imprévu, il a besoin de contrôler, de cadrer, il aime bien maîtriser toutes les choses. Et puis là, on lui dit, bah ouais, mais non, c'est pas comme ça. En fait, il va falloir que tu penses autrement. Sauf qu'on a des besoins fondamentaux qui nous ont créés, qui nous ont façonnés tout au long de notre histoire, que ce soit l'histoire de l'évolution humaine, mais également de nous individuellement. Et ces besoins fondamentaux, quelque part, c'est dans un premier temps d'être en bonne santé. On a peur de la maladie. La maladie, la mort, c'est quelque chose qui est qui fait partie de notre inconscient collectif et même à un niveau individuel. On n'est pas programmé pour être en phase avec la relation à la mort, à la maladie. On a besoin aussi de se sentir en sécurité, d'avoir un toit sur la tête, de se sentir intégré dans un fonctionnement sécuritaire. Or, aujourd'hui, tout ce système-là est un petit peu en remise en question, notamment avec les faillites qu'il peut y avoir. Certaines personnes ont vécu aussi les tempêtes et n'ont plus du tout de maison aussi par rapport à ça. Donc, le sentiment de sécurité est quand même assez ébranlé, l'appartenance au groupe aussi.
Rappelez-vous, nous sommes un être grégaire et nous avons besoin et nous nous construisons autour du groupe, autour de l'appartenance à la relation à l'autre. Et ça, on vous dit, ouais, mais non, on ne peut plus. Et on a besoin aussi de se retrouver, de retrouver son pouvoir agir, d'être reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, et puis de se sentir libre. Et rappelez-vous, notre devise, ça commence par liberté, égalité, fraternité. Et là, on nous empêche de vivre. Nos fondamentaux sont vraiment en train d'être remis complètement en question. Et ces points fondamentaux, ces besoins fondamentaux font partie de notre ADN, font partie de la structure qui nous a façonné. Puis on va retrouver la pyramide de Maslow dans ce que je viens de vous ai présenté. Mais c'est exactement ces éléments sur lesquels tout est un petit peu remis en question par rapport à ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer. Donc ces éléments, on va devoir à un moment donné les reconstruire et pour ça, on va essayer d'ajuster et de façonner de sorte qu'on puisse avoir que ça puisse ajuster et que ça soit le plus confortable possible. Alors justement, par rapport à ça, on a eu tous des réactions, on a tous vécu on va dire les réactions que nous avons eues par rapport à cette période de transition et cette période un petit peu complexe. A été unique et individuelle. Et à votre avis, par rapport à tout ce que les gens ont vécu et ce que nous avons vécu par rapport à cette situation, quelles ont été les réactions qui ont pu être mises en place pendant cette période-là? Alors, quand je parle de réactions, ça peut être des personnes qui se sont retrouvées complètement déprimées, très anxieux, très inquiets. D'autres personnes ont focalisé sur des activités beaucoup plus créatives, on fait preuve d'imagination. Donc, on a tous vécu des choses comme ça, mais vous, dans votre entourage, je vais vous laisser le micro. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez pris conscience qu'il y a eu des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément envisagé mettre en place pendant cette année, puis finalement, vous avez mis en place? Alors, vous pouvez, oui. Si certains n'ont pas le micro, n'hésitez pas à participer dans le chat. Oui, voilà. Est-ce que vous pourriez nous aider en nous donnant un petit exemple, par exemple? Alors, l'exemple, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, des personnes qui ont pu, se sont retrouvées à créer, faire preuve de créativité. C'était super sympa de pouvoir, par exemple, créer des choses avec les enfants, de faire des vidéos pédagogiques ou des choses comme ça. On essayé de trouver en fait des alternatives par rapport à la situation hyper anxiogène. D'autres se sont vraiment retrouvés en difficulté physiologiques, se sont retrouvés complètement déprimés. Il y a eu aussi des lassitudes qu'on a pu trouver aussi au fur et à mesure. Il y a tout un tas de choses qui a fait que certaines personnes ont vécu des choses et quelque part, les réactions qu'on a pu avoir, ces réactions qui sont normales, voire nécessaires, prouvent qu'en fait, on n'est pas anesthésié émotionnellement et que c'est quelque chose de nécessaire. Moi, j'ai beaucoup cuisiné. Oui, moi aussi, j'ai redécouvert la notion de la cuisine. Voilà. Le fait d'avoir du temps. Il y en a qui ont fait preuve de résilience, voilà. Il y en a qui ont fait preuve de résilience, qui ont refait la déco, voilà. Peut-être d'autres personnes ont fait des choses. On a beaucoup d'adhérents qui ont innové durant le confinement et qui ont complètement changé d'activité pour pouvoir faire en sorte, par exemple, on a plein d'usines qui finalement ont fait du gel hydroalcoolique alors que ce n'était pas leur activité première. Beaucoup d'élan de solidarité aussi. Ça a été pas mal vu. Après, je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent participer. Laurent, par exemple, vous, qu'est-ce que… Moi, ça a été surtout du bricolage, ce genre de choses. Oui. D'accord. Bonjour, je suis Laetitia Lavignac, je suis RH et je travaille avec Laurent. Tu as fait du bricolage alors que tu étais en télétravail. Il va falloir qu'on discute. Sur son heure de déjeuner, il a le droit. Voilà. Ah non, j'étais à 50%. Non, je plaisante. En fait, moi, ce que j'ai… alors là, c'est vraiment l'aspect purement professionnel et RH qui parle. Ce que j'ai vu, c'est justement les managers, le renouveau des managers. C'est-à-dire que, alors nous on est vraiment dans un monde industriel et convention métallurgie, donc avec des managers industriels qui, en termes de communication, je travaille beaucoup avec eux, et qui là finalement ont mis en place des routines managériales
Voilà, alors on leur a donné une boîte à outils, mais ils ont mis en place finalement des routines managériales pour pas laisser les gens, leurs collaborateurs et collaboratrices sur le carreau. Voilà, il y a eu, en fait, j'ai trouvé, et ça a été pour moi vraiment très positif parce que je ne m'attendais pas à ce qui est que les boîtes à outils finalement qu'on avait pu donner ou proposer puissent être utilisées. Et on a eu beaucoup de managers qui ont mis des routines hebdomadaires ou même journalières avec leurs collaborateurs pour garder du lien, du contact. Et finalement, quand il a fallu rentrer, on va dire, ce lien n'était pas rompu. Et ça, c'était très important. Oui, Donc, je pense il a qu'en fallu effet, voilà, des le pour lien les s'est faire créé rentrer. autrement. Le lien s'est créé autrement. Et c'est ce qui a été, ce qui a permis aussi pour certains de tenir. Et puis, comme tu dis, d'innover afin de pouvoir transformer de toute façon la transformation de l'activité. Aujourd'hui, elle est profonde. Et ça fait partie aussi des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein, tout à fait. Ok. Alors, j'avance un petit peu. On va pouvoir poursuivre tout à l'heure. Je reviendrai en effet sur vos talents cachés, hein, parce que c'est important de voir tout ça. Et c'est vrai que merci pour vos partages. C'est vrai qu'on a essayé d'être force de proposition sur beaucoup de choses. D'autres, par contre, ont plus ou moins bien vécu cette situation. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment le fonctionnement de notre cerveau, ce qui nous a permis aussi de fonctionner pour que derrière, on puisse mettre en place des choses un peu plus adaptées, parce que le stress est tout ce qui nous amène aujourd'hui à être complètement dépassés par les événements, ou en tout cas que certaines personnes le vivent super mal. Mais c'est à cause de cette petite glande, vous voyez, ça c'est l'amygdale, j'ai mis en jaune pour qu'on la voit, elle est toute petite, mais qu'est-ce qu'elle fait des effets? Et en fait, cette structure dans notre cerveau, c'est notre système d'alarme, et c'est celui qui va nous dire attention, alerte, ici il y a danger. Sauf que, ok, c'était peut-être ce qui se passait dans des temps anciens où en effet ça nous a permis de maintenir la survie de l'espèce et d'être aujourd'hui ensemble. Donc voilà, le cerveau va, enfin cette glande nous permet d'activer et d'identifier une stratégie de survie et de dire attention, là il y a danger, on y va, on attaque ou on se recule. Et derrière, le corps va réagir, et il peut réagir soit par la fuite, soit par l'attaque. Bon, de façon un peu plus pragmatique actuellement, ça va être les tremblements, ça va être la gestion, la relation au corps et l'évacuation qu'on peut mettre en place. Par contre, si on ne peut plus faire ça, eh bien, on va avoir à un moment donné, le système d'alarme, il va court-circuiter notre fonctionnement et on va être sidéré. C'est comme si on était coupé du monde, comme si on ne pouvait plus bouger. Et ces réactions, on peut les voir malheureusement dans des périodes, dans des situations où on est déconnecté par rapport à notre corps, par rapport à la réalité. C'est ce qu'on peut voir aussi quand les personnes vivent une agression ou se font violer. Elles sont sidérées, elles ne bougent pas. Et on dit, mais oui, mais pourquoi voilà, elle était consentante. Non, elle n'était pas consentante, c'est que physiquement, elle n'est pas en mesure de bouger et elle n'est pas en mesure de réagir. Et ça, c'est vrai qu'on le voit en ce moment avec des personnes qui ont accumulé du stress pendant ces derniers mois. Bon, on parle d'épuisement professionnel, de burn-out ou de stress parental également, où l'accumulation du stress dans le corps, la réaction dans notre corps amène à un moment donné à ce qu'on ne soit plus en mesure de résister au stress. Et ça va être une dépersonnalisation, on va se couper comme si on était là et pas là. C'est ce qu'on voit avec des personnes qui vont oublier les enfants dans la voiture à 40 degrés en plein été. Eh bien, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont en mode automatique et ils avancent plus. Et c'est complètement normal dans une période où on n'en peut plus et on arrive à un stade où c'est trop compliqué et trop dur à supporter. Un autre phénomène qu'on voit beaucoup ici, qu'on voit en période de déconfinement, c'est le syndrome de la cabane. Hein. C'est, voilà, on est à la maison, on est en cocon, on s'est créé un petit espace, on a créé des routines, on a innové et tout ça. Et puis à un moment donné, il faut ressortir, il faut retourner au travail, reprendre une vie un peu normale, entre guillemets. Et c'est vrai que ce syndrome de la cabane, c'est de l'anxiété sociale. Hein. C'est tout simplement de retourner à l'extérieur, mais l'extérieur peut être considéré ou perçu comme étant anxiogène. Et on peut avoir à ce moment-là des personnes qui sont complètement, qui vont être agressives, qui vont se sentir un petit peu troublées par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. On l'a vu en face
de décompression quand on a eu la fin du premier confinement où tout le monde est sorti et vous avez vu le flot d'agressivité, ça sortait. C'est un peu c'est comme une cocotte minute en fait avec la chape de décompression. C'est un peu le même principe. Et le syndrome de la cabane, on peut le voir à moyen et long terme. Par contre, ça devient pathologique et là, il faut mettre en place des petites choses, mais tout doux pour pouvoir accompagner les personnes et pouvoir ressortir, recréer du lien, retrouver le système. Un autre élément qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est le stress post-traumatique, c'est-à-dire que des personnes qui ont vécu comme un réel traumatisme aujourd'hui, alors encore une fois, entre les attentats, la tempête ou des périodes aussi, des vécus individuels qui nous amènent à vivre un traumatisme, eh bien, on met du temps pour s'en remettre. Alors, bonne nouvelle, on s'en remet, mais ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie. On a une période qui est une période à peu près de 1 mois où c'est complètement normal d'avoir des réactions de pensées intrusives, de flashbacks, de ruminations, de choses un petit peu tendues. Et c'est complètement normal, c'est des réactions normales face à une situation anormale. Par contre, à moyen terme, on arrive à s'en sortir. On arrive à digérer l'information et à pouvoir évacuer en effet cet événement traumatique. Sauf que des fois, ça reste bloqué et on n'est plus en capacité de pouvoir réagir et ça s'appelle le stress post-traumatique. Je vais vous montrer 2-3 petits outils à la fin pour qu'on puisse gérer au mieux des situations, bien sûr, on va dire du vécu ordinaire. Sur les gros traumas, il vaut mieux consulter et voir des personnes compétentes dans le domaine. Un élément aussi à prendre en considération, c'est que on a tous vécu cette situation ou ces situations différemment parce qu'on a nos pensées, notre façon de fonctionner qui amène à une transformation en fait de l'interprétation de ce qu'on a eu. Quand on vit une situation, on va mettre un filtre, le filtre de la croyance, des opinions, de notre éducation, de la façon de vivre l'émotion, de la façon d'évaluer notre capacité de réagir ou pas à une situation donnée, ce qui va nous amener à avoir des émotions. On va avoir des émotions positives ou négatives. Alors, positif ou négatif, dans l'absolu, une émotion est toujours positive dans le sens où ça nous sort de notre zone de confort. Quand on a peur, par exemple, on sait très bien que la peur nous permet de nous protéger. La colère nous permet de mettre en place des choses pour pouvoir avancer. La tristesse, c'est aussi de faire le deuil du passé. Voilà, on a tous un système émotionnel qui est présent. Des fois, on n'en a pas conscience. On sait qu'on va bien, on sait qu'on va pas bien. Bon, et c'est un peu binaire. Et puis, des fois, on a des nuances. On a à peu près une centaine d'émotions qui nous traversent tous les jours et à chaque instant. Et du coup, ces fluctuations comme ça font partie de la vie. C'est toujours comme ça. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Et du coup, ces émotions, elles sont présentes. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas été éduquées à l'émotionnel et à l'accueil des émotions. D'autres personnes vont se couper des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est un système de régulation de défense qui est mis en place. D'autres vont aussi somatiser, les maux de dos, on connaît tous, des maux de ventre, les problèmes de peau aussi. Tous ces phénomènes qu'on peut avoir en somatisation sont aussi des émotions qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été forcément exprimées et qui se présentent à un moment donné dans nos vies. Et puis bien sûr, les systèmes de mécanismes de défense qu'on met en place, on ne va pas s'y opposer, on va y aller tout doux. Sauf que certaines personnes vont mettre aussi en place des mécanismes de sabotage ou d'auto-sabotage, comme par exemple avec des addictions. On a vu aujourd'hui qu'il y avait pas mal d'addictions pendant les périodes de confinement, notamment l'augmentation de l'alcoolisme, plus d'autres choses qui peuvent intervenir. Et c'est vrai que c'était des facteurs qui sont à surveiller parce que à terme, ça peut être aussi quelque chose qui peut dégénérer sur des problématiques de dépression. Je vous rappelle qu'on meurt d'une dépression. On meurt, il y a à peu près 12 000 suicides avec 200 000 tentatives de suicide par an. Donc, c'est à prendre en considération. Ces réactions où on ne se sent pas bien, tout ce que je viens de vous évoquer là un peu rapidement, mais c'est à prendre en considération pour qu'il puisse y avoir des seuils d'alerte, notamment les entreprises. Laetitia l'évoquait sur ce qui est les capacités de résilience des uns et des autres, mais il y a aussi des personnes qui sont très discrètes et qui ne vont pas forcément exprimer les choses. Donc, aussi alerte par rapport à ces personnes qui sont pas forcément dans l'expression d'un mal-être ou qui sont plutôt calmes, vraiment discrets. Et justement, c'est aussi peut-être à des personnes à surveiller dans ce cadre-là, parce que les réactions qu'on peut avoir peuvent être
très exalté, très exacerbé. Et le stress nous empêche d'avoir une vision globale, nous empêche de voir une vision positive. On va focaliser sur ce qui est négatif. Encore une fois, notre système d'alerte est bien présent. Donc, on va focaliser sur tout ce qui est négatif pour, au cas où il doit y avoir un mécanisme à mettre en place pour à nouveau se défendre, mais on n'ouvrira pas sur les possibilités positives. On va focaliser sur des points négatifs et pas forcément sur une approche globale, notamment dans les interactions qu'on peut avoir ensemble. Quand on est stressé, ça va favoriser facilement le conflit, notamment sur une forme d'écoute très sélective sur tout ce qui est négatif et des petits micro-comportements, des micro-mimiques, c'est des choses aussi avec les tons de voix, le ton, ou alors les textos, vous savez, les textos où on va avoir les 3 petits points, les points de suspension, les majuscules, etc. Donc, il y a tout un imaginaire qui va se créer aussi autour de ça. Parce qu'on a besoin, en effet, d'essayer de mettre en place ce système de protection qui est complètement naturel et du coup, prendre du recul, c'est des fois un peu compliqué. Alors, oui, je vous ai parlé du déconfinement qui arrive, la décompression qu'on risque d'avoir là en ce moment suite au déconfinement. Tout ça pour dire que aujourd'hui, le plus important, c'est de revenir dans sa fenêtre de tolérance. Et venir dans sa fenêtre de tolérance, c'est un élément qui est important. Pourquoi? Parce que quand on est en stress, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, on peut avoir des réactions qui sont disproportionnées. Je viens de vous le dire. Notamment, vous pouvez remarquer des gens qui vont parler fort, qui vont faire les 400 pas devant votre bureau là, et qui vont parler et qui ne vont pas être en mesure de redescendre la pression. Ces personnes ne peuvent pas redescendre la pression. Si vous lui dites calmez-vous, mais ça va accentuer, cristalliser cet état d'énervement et d'excitation. Et du coup, la capacité de la personne de se calmer n'est pas possible. Donc, du coup, il va falloir la ramener dans sa fenêtre de tolérance. Et la fenêtre de tolérance, c'est vraiment ça qu'il va falloir garder tout au long de cette période, parce qu'on a la capacité, en effet, de revenir. Comme je vous ai dit, les émotions, c'est tout le temps comme ça. C'est très fluctuant. Mais la fenêtre de tolérance, quand on est au-dessus ou quand on est en dessous, c'est quand on est en hypoactivité. Ce sont des personnes qui vont avoir du mal à bouger, qui vont être en état de léthargie, qui n'ont plus d'émotions, qui sont fatigués, qui ont du mal à sortir alors, au pire de leur lit, mais ça peut être aussi des personnes qui sont là sans être là. Donc, on a les deux extrêmes et on peut naviguer d'une extrême à l'autre. La plupart du temps, on reste dans notre fenêtre de tolérance et on reste dans cette fluctuation émotionnelle que nous avons tous les jours. Et puis, je vous ai dit, quand on est stressé, ça peut monter. Donc, l'idée, c'est de revenir dans cette fenêtre de tolérance. Et quand on revient dans cette fenêtre de tolérance, eh bien, ça permet de réguler et là, on peut parler. Donc, quand vous avez un salarié qui fait les 400 pas et qui vous dit qu'il n'est pas énervé et qui parle, vous avez beau lui dire calme-toi, viens t'asseoir, il ne peut pas, il ne vous entend pas, là, il est bloqué au niveau neuronal, ce n'est pas possible, il n'entend pas. Ou même une personne en bas qui est complètement déprimée au fond du lit, si vous lui dites viens, on va marcher, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas l'entendre. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir dans la relation au corps et je vais vous en parler tout de suite. L'idée, c'est de revenir dans la relation au corps pour qu'il puisse y avoir une marge de manœuvre et de redescendre dans cette fenêtre de tolérance. Cette fenêtre de tolérance est très fluctuante, mais vous voyez, au fur et à mesure, là, elle descend. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est tellement stressé qu'à un moment donné, cette fenêtre de tolérance, eh bien, elle se redescend pour être minime. Donc, c'est important de pouvoir revenir au fur et à mesure dans cette relation au corps en redescendant et en revenant sur cette partie-là. Donc, pour revenir sur cette fenêtre de tolérance, et ça, c'est ma dernière partie pour que vous puissiez, qu'on puisse un peu échanger ensemble et poursuivre ces échanges, c'est de pouvoir revenir sur la relation au corps. Je vais revenir sur ces exercices parce que c'est important de revenir sur cette relation au corps. Mais avant tout, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des choses qui nous ont été imposées tout au long de cette période. Et encore une fois, notre cerveau n'est pas programmé, n'est pas en capacité d'accepter ce sentiment d'insécurité, de ne pas avoir de vision d'avenir, de ne pas contrôler. Ça veut dire que
quand on ne peut pas contrôler des choses, il y a des choses qu'on nous impose, ben c'est OK, c'est comme ça. Par contre, concentrons-nous et axons-nous sur tout ce qui est, ce qu'on peut maîtriser, tout ce qui est de notre capacité de bouger. Voilà, concentrons-nous sur nos objectifs, sur les actions qu'on peut mettre en place, les attitudes, ça on peut maîtriser. Nos décisions, tout ce qui est perception des choses, tout ce que nous mettons en place, c'est nous qui avons la marge de manœuvre. Alors, encore une fois, il faut avoir la capacité de pouvoir revenir sur ces choses. Mais il y a des petites choses qu'on peut mettre en place assez facilement, alors notamment sur cette partie physique. Alors peut-être que vous avez d'autres choses que vous pouvez mettre en place, hein, mais quand on est en dehors de sa fenêtre de tolérance, l'idée c'est de revenir sur la relation au corps. Peut-être que vous avez entendu parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en téléchargeant l'appli qui est gratuite, qui s'appelle Respirelax, c'est une appli qui vous permet de mettre en place la cohérence cardiaque, à peu près 5 minutes, 3 fois par jour. Et ça vous permet de réguler le rythme cardiaque et d'aligner en fait le nerf vagal qui se trouve derrière là et qui permet d'aligner tous les neurones de la tête, du cœur et du ventre surtout. La cohérence cardiaque a été prouvé que si on fait 5 minutes 3 fois par jour, eh bien les 5 minutes vont avoir une continuité dans le temps de 3 ou 4 heures. Donc, profitons de faire que 5 minutes. Alors, 5 minutes, 3 fois par jour, la plupart du temps, quand je les donne à mes patients, ils me disent oui, mais je ne le fais pas. On ne fait pas. Mettez-vous des alarmes, faites des petites choses et vous verrez que c'est un apprentissage du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque est très fluctuant. Il n'est pas cohérent comme la cohérence cardiaque. Il ne fonctionne pas comme ça. Il va monter très haut, il va monter très bas. Et quand on nous demande de notre rythme cardiaque, c'est en général une moyenne. Là, on va apprendre, c'est un apprentissage, c'est un entraînement. Notre cœur va apprendre à fonctionner différemment. Et quand on lui amène cette cohérence cardiaque, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, eh bien, on va se rendre compte qu'il a cette capacité de pouvoir apaiser spontanément les tensions et être beaucoup plus calme et relaxé. Donc, je vous invite vraiment à télécharger cette appli Respirelax. La télécharger, c'est bien, mais de le pratiquer aussi. Et vous commencerez à sentir les effets au bout d'une semaine, 10 jours. Autre élément qui peut être mis en place, c'est le système antipanique. C'est un peu de la cohérence cardiaque, hein, on est sur les mêmes principes. Et pareil, la respiration. Pourquoi on focalise sur la respiration quand on est tendu, quand on est stressé, quand on doit revenir au corps? C'est que ça nous permet de nous reconcentrer sur quelque chose qui est bougeant. Si je vous dis de vous concentrer pendant 5 minutes sur un point devant vous, eh bien, je vais vite vous perdre au bout de quelques secondes parce que parce que nos pensées font que c'est normal, on a à peu près 6000 pensées dans la journée, ça bouge tout le temps. Donc, du coup, je vais vous demander de focaliser là-dessus et vous allez voir que vous allez vite partir. Par contre, la respiration, comme c'est mouvant, ça bouge. Eh bien, ça va permettre de se concentrer sur quelque chose et le fait de se concentrer sur la respiration permet en effet cette fluctuation harmonieuse. Donc, 5 minutes 3 fois par jour, je vous invite vraiment à le faire. Respiration antipanique, même principe, sauf que là, c'est un fonctionnement un petit peu différent. 3 inspirations, vous inspirez sur 3 temps, pardon. Vous bloquez sur 4 temps et vous soufflez sur 5 temps. Inspiration 3 temps, je bloque pendant 4 temps et je souffle pendant 5 temps. Et là, ça va faire une descente automatique de respiration calme et apaisante. Le Butterfly Hug. Alors, j'étais intervenue dans une entreprise où ils s'étaient un peu moqués de moi parce que je parlais du câlin papillon, mais c'est le nom de la technique. Et c'est vrai que cette terminologie peut paraître un petit peu étonnante, mais en fait, c'est très efficace quand on est vraiment en stress et qu'on est submergé. Le Butterfly Hug, en fait, je vous montre comment ça se passe. En fait, l'idéal, hein, c'est de fermer les yeux et de faire ça, tout simplement. Ce que je suis en train de faire là, donc 30 fois 3 fois, ce que je suis en train de faire là, c'est ce qu'on pratique quand on fait de l'EMDR. Certaines personnes connaissent peut-être cette technique, qui est une technique de gestion du stress post-traumatique qu'on utilise sur des traumas un peu complexes, mais aussi des choses qu'on peut vivre au quotidien, qui sont un peu frustrantes, où on n'arrive pas à réussir à dire les choses. Et bien là, qu'on peut faire soi-même le Butterfly Hug. Le fait de faire ça, en fermant les yeux, vous allez vous rendre compte que vous allez suivre intuitivement, vos yeux vont suivre les sensations que vous allez avoir de vous, des tapotements comme ça. Et le fait de faire ça,
avec le mouvement gauche-droite, ça va recréer, ce qu'on fait nous en EMDR quand on traite un événement traumatique, on va faire le mouvement des yeux, basculer gauche-droite, et ça permet de digérer une information qui aurait été bloquée dans le système nerveux traumatique, et bien ça permet de la digérer. Donc même quand vous êtes en réunion, vous êtes tendu, vous avez envie de dire des choses, mais vous ne pouvez pas le faire. Alors vous n'allez pas faire ça et fermer les yeux, ça va être un peu compliqué, ça se voit vite. Vous pouvez faire directement sur vos bras ou tout simplement sur vos cuisses, vous faites ça. Même si vous êtes en réunion, même si vous gardez les yeux ouverts, le fait de faire ça sur vos cuisses en prenant conscience des mouvements gauche-droite, 30 fois, 3 fois, eh bien, ça permet de détendre et de relativiser la rumination qu'on avait. Donc, c'est assez efficace. On le fait faire aussi aux enfants. On le fait faire vraiment, c'est assez efficace. Par contre, on prend conscience des mouvements. Hein. Ce n'est pas de faire juste ça. Il faut quand même prendre conscience des sensations gauche-droite pour pouvoir pour que ça soit efficace. Donc ça, c'est intéressant que vous puissiez aussi le déployer et le proposer aux uns et aux autres. Dernier élément. Alors, le Tetrix, je vous l'ai mis parce qu'en effet, le Tetrix, c'est un jeu qui est assez ancien pour les anciens qui ont peut-être connu ce jeu. Et en fait, ça permet aussi de se concentrer donc, sur ces jeux qui est un peu particulier et qui permet de baisser aussi les émotions. Alors, Tetris, hein, pas Candy Crush ou d'autres jeux. Apparemment, c'est Tetris. Il y a eu des études qui ont été menées qui amènent en fait à gérer aussi le stress et les émotions. Donc, Tetris est assez spécifique. Pareil, s'il y a des ruminations à 2-3 heures du matin, que vous vous levez, vous êtes stressé, vous pensez, ou vous n'arrivez pas à vous endormir, c'est aussi toujours encore une fois la relation au corps. Faites 10 pompes ou alors jouez au Tetris ou écrivez votre mail sur votre téléphone. Enfin bref, c'est d'évacuer en fait tout ce qui bloque le cerveau pour l'apaiser au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, c'est aussi prendre soin de soi. De toute façon, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est aussi prendre soin de soi. Rappelez-vous, quand vous prenez l'avion, l'hôtesse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Le masque à oxygène, s'il tombe, vous mettez le masque à oxygène sur vous et ensuite sur les autres. Les pompiers, ce qu'ils apprennent, c'est on prend soin, on se met en sécurité soi-même, l'équipe, et ensuite on intervient. C'est-à-dire que quand vous mettez votre masque à oxygène, vous pourrez ensuite vous occuper des autres, vous pourrez ensuite poursuivre le travail. Mais prenez déjà soin de vous. Déjà, vous êtes au moins sûr qu'il y a quelque chose puisse être de bon pour vous. Et ensuite, vous pourrez vous occuper des autres. Et prendre soin de soi, ça permet de revenir dans cette zone de tolérance et d'amener en effet des hormones positives, des hormones de plaisir en faisant des choses qui vous font plaisir. Toutes les petites choses qui permettent de réactiver le sentiment d'attachement et de satisfaction. En fait, les hormones vont pouvoir contrebalancer la cortisol et l'adrénaline des hormones du stress. Et ça permet en effet de réintégrer, de réalimenter des choses positives. Voilà, je vous donne 2-3 petites astuces. Vous avez peut-être d'autres outils qui vous permettent de calmer, de gérer le stress, de gérer des émotions que vous avez, qu'on a eues cette année. Il y en a qui vont peut-être faire de la méditation, du yoga. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, de votre côté? Laurent, il bricole, ça le déstresse. Non, sinon s'enfermer et gueuler un grand coup, ça va bien. Parfait, ça divers. Pas pour les autres, mais pour vous, ça vous fait du bien, c'est le principal. C'est ça. Ouais. Alors, moi, j'avais découvert effectivement, je marche beaucoup. Oui. Notamment parce que en télétravail, on peut encore plus facilement, je trouve, s'énerver dans une conversation téléphonique Oui. parce que personne ne nous voit. Alors là, non, parce qu'on est en vidéo. Et c'est pour ça que maintenant, je privilégie les réunions vidéo que les réunions téléphoniques. Oui. Parce qu'en réunion téléphonique, je trouve que le stress ne se voit pas, mais il se ressent. Ah, vous avez entendu, hein, vous l'entendez. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, moi, c'était de marcher. Et sur le premier confinement, par contre, j'avais téléchargé l'application Petit Bambou. Oui. Alors que la méditation, c'est tout sauf moi. Et ça marche pourtant? Oui, ça avait marché. Ça m'avait apaisé, en fait. Et vous continuez? Non, j'ai arrêté. Oui. Non, puis parce que c'était bien en phase de découverte. Après, ça m'a un peu déçue. C'est trop redondant, en fait. Bon, il y en a plein sur YouTube que vous pouvez trouver. Hein. C'est mon kiné qui me l'avait donné. Et sur YouTube, j'ai vu qu'il y en a plein et je trouve que la voix compte énormément. Oui. Parce qu'effectivement, c'est une voix qui vous force à vous apaiser. Parce qu'en télétravail, comme on a
Le travail à la maison, on a tendance à être en boucle et je pense que la fatigue nerveuse, elle vient de ça. C'est qu'on travaille plus parce qu'on travaille tout le temps, mine de rien. C'est ça. Voilà. Et puis, mais oui, mais oui. Et c'est pour ça qu'il faut s'imposer un cadre, un rythme et être presque très rigoureux dans la façon dont on fonctionne pour éviter l'escalade. Et puis aussi un peu la culpabilité. On est à la maison, il faut quand même continuer à travailler. Et puis voilà, il y a certains, il y en a certains qui bossent beaucoup plus à la maison que. Oui, et puis on arrive un peu plus facilement à se concentrer aussi. Enfin, il y a plein de choses positives. Bon, c'est mieux de retrouver du lien et du sens, mais voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres outils aussi? Aude, merci pour cette présentation. Donc, moi, je pratique l'hypnose. J'ai un cabinet d'hypnose et vous avez fait une super présentation. Et je travaille beaucoup sur quelque chose que vous avez évoqué, donc le burn-out et la prévention du suicide. Oui. Je pense que je reviendrai vers vous. On est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Oui, parce que il y a énormément de choses à faire, mais je pense que, alors bien sûr, quand on arrive à un stade où on n'est plus en mesure de pouvoir réagir par soi-même, il faut aller voir un professionnel. Et il y a beaucoup d'aides. Je vais en parler quand même parce que c'est vrai que l'UPE ou d'autres structures mettent en place en effet énormément de choses pour accompagner et les dirigeants et les salariés ou même les personnes à titre individuel. Et je pense qu'en effet, il ne faut pas hésiter à se dire, à un moment donné, pousse, j'ai besoin d'aide, quoi. On peut faire des choses soi-même, bien sûr, mais à un moment donné, il faut aussi se dire, je peux plus aller au-delà. Et vous avez raison. Bon, on a, moi j'ai des outils, notamment le MDR et l'hypnose, mais plein d'autres choses, comme vous aussi certainement, Muriel. Et il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Je sais qu'en première période de confinement, j'étais bénévole, psychologue bénévole sur la plateforme Covid Écoute, et des personnes qui étaient des personnes comme vous et moi qui étaient plein d'actifs et se retrouvaient la journée à regarder Netflix et à plus pouvoir bouger, à être dans une sidération et ça fait peur, mais en fait ça fait peur, mais c'est complètement normal ce qu'on est en train de vivre. C'est aussi de normaliser un peu ces fluctuations émotionnelles et de se dire ce qu'on est en train de vivre, c'est une période qui est complètement atypique, c'est quelque chose qui est complètement… qui n'est pas normal dans notre fonctionnement. Donc, accueillons ce qui est en train d'arriver. Ce flot émotionnel, ça arrive. Ça montre qu'on est humain parce que l'émotion, on en a tout le temps. Et puis ça permet aussi d'avoir ces repères. Mais c'est important, je pense, de prendre conscience, en effet, qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place assez simplement, sans pour autant trop stigmatiser les événements que nous vivons en ce moment. Oui, tout à fait. Super. Merci beaucoup. D'autres choses que vous avez peut-être mis en place, vous avez vu faire et que vous avez dit ça serait génial que je le fasse, mais on ne le fait pas forcément. Nous, on a mis en place en fin de période de déconfinement, justement, avec toi, Aude, un atelier justement pour préparer les gens à se déconfiner. Oui. Je sais que c'est particulier, mais en fait, les 3 premières semaines du confinement ont été terribles pour les salariés, vraiment. On a eu des situations de stress, de panique, etc. D'organisation. En plus, c'est vrai, avec les conjoints, les enfants à la maison, etc. Donc, il a fallu rassurer et puis en expliquant que c'était normal et que la situation… on ne demandait pas du télétravail à 100%, on demandait du télétravail, voilà. Oui. Et puis, au bout des 3 semaines passées, finalement, tout le monde a pris son rythme. Et puis, plus le temps avançait et plus le déconfinement approchait et plus finalement, personne ne voulait se déconfiner. Donc là, on s'est trouvé face à une situation un petit peu bloquante où chaque salarié avait une bonne raison pour ne pas revenir travailler. Là, il a fallu faire preuve d'imagination. J'ai donc contacté Aude et en fait, on a mis en place un atelier spécial déconfinement obligatoire à l'ensemble des salariés. On a fait ça par session. C'était sous forme de formation. Donc, on a mis, je crois que c'était 4 ateliers avec des horaires différents et chacun se connectait à l'horaire de son choix. Aude a eu beaucoup de courage parce qu'elle a fait les 4 ateliers face à des écrans noirs et des micros coupés. Donc, c'était une demi-heure. Non, c'était 3-4. Non, on avait une heure, mais… ça avait une demi-heure, je crois.
Et du coup, voilà, sans aucun son ni image. Donc, pour vous montrer le degré de déconfinement souhaité, on a mis ça en place la dernière semaine avant le déconfinement total. Pour bien cadrer, donc on avait mis en place les avantages, les inconvénients du télétravail, le déconfinement. Pourquoi? Parce que, donc Aude avait choisi les mots. Moi, je n'ai pas assisté au webinar en fait de manière volontaire, pour pas non plus gêner l'ensemble des collaborateurs et managers. Et puis, le dernier webinar a eu lieu le jeudi. J'ai pas eu un seul retour, à part celui de Laurent, qui a dit qu'il avait trouvé ça très bien, quoi, que c'était positif. Je n'ai, le vendredi, pas eu d'appel, rien du tout. Et lundi, tout le monde est rentré de manière volontaire, entre guillemets, oui. Volontaire, content finalement de revenir, de retrouver ses marques, les équipes, les collaborateurs, etc. etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a des fois, il y a malgré tout des leviers sur lesquels il faut pouvoir aussi aider en fait les personnes. Bon, là, moi, c'est d'un point de vue RH, mais je pense que ça peut être aussi d'un point de vue personnel. On peut aussi le réaliser d'un point de vue personnel. Et accepter l'aide aussi. Accepter l'aide et puis aussi de te rendre compte qu'on n'est pas tout seul et puis qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est aussi d'entendre que certaines choses sont un petit peu normales et le fait de ne pas avoir envie de retourner au travail, c'est aussi normal, ou de s'ouvrir. On parlait du syndrome de la cabane tout à l'heure, mais c'est aussi normal. On est quand même sur une année un peu compliquée, donc c'est toutes ces petites choses émotionnelles, quand on n'est pas habitué à les accueillir, à les intégrer. Rappelez-vous, les émotions dans l'entreprise sont sexuées. Un homme en colère, ça appuie son statut de leadership, de contrôle. Par contre, une femme en colère, on va considérer que c'est une hystérique. Bon, quand un homme qui pleure, c'est pas entendable. Et puis une femme qui pleure, on peut se dire qu'elle est hystérique. Mais en tout cas, ça a une réelle incidence. Et les émotions, on ne veut pas forcément les entendre parce que des fois ça fait mal, parce que c'est en colère. Mais c'est toujours fluctuant. Et puis elles sont là de toute façon. Si on les écoute pas, si on les accueille pas, elles vont revenir et elles vont s'exprimer à un autre moment. Donc il faut pouvoir faire avec. De toute façon, elles sont là et puis ça montre qu'on est en vie et puis qu'on n'est pas coupé nos émotions. C'est important. Vous avez peut-être d'autres choses que vous avez mis en place vous aussi de vos côtés? Alors, moi, c'est plutôt une question que j'ai. Effectivement, bon, déjà, votre présentation est vraiment très intéressante. Mais au-delà, en fait, du déconfinement, je trouve que même si, effectivement, alors les gens ont eu beaucoup de mal à revenir au travail, ils n'ont pas voulu en partir, ils n'ont pas voulu y revenir. Oui. Et je le vois parce que là, dans le deuxième confinement, la plupart des gens ont quand même souhaité être 2 jours par semaine au bureau. Donc, on est au bureau, on fait des roulements 2 jours par semaine, mais en fait, c'est comme si on était en télétravail dans son bureau. Oui. Je trouve que ce qu'on n'a pas réussi parce que on n'a plus le droit de déjeuner ensemble, parce que les espaces communs sont plus ou moins interdits. Exact, oui. Donc, du coup, moi, en tant que manager, je n'arrive pas à recréer de liens et que j'ai presque l'impression que c'est beaucoup plus, alors, je ne sais pas comment dire, oppressant. Parce que chacun est dans son bureau. Nous, on était une équipe très dynamique, on partageait beaucoup. Et pour tout ce qui est opération commerciale et tout, on a besoin des échanges pour innover, pour aller plus loin. Et que aujourd'hui, il y a un silence de mort et que chacun est dans son bureau et que chacun déjeune dans son bureau. Et en fait, c'est là où je ne vois pas les clés qu'on peut mettre en place. À l'extérieur, est-ce que vous avez envisagé de faire des activités extérieures pour recréer du lien, justement, où là, je parle d'extérieur parce qu'on peut se regrouper, entre guillemets. En fait, c'est vrai que alors déjà, il va falloir du temps pour réintégrer, réapprendre à se reconnecter. Je vous ai dit tout à l'heure, le lien humain, c'est quelque chose qui est naturel, c'est ce qui nous fait grandir. Sauf qu'on nous dit, non, il faut la distanciation sociale et puis tout ce qui était naturel, on ne peut plus l'avoir. Donc, c'est vrai que le recréer du lien, ça peut être en effet de recréer quelque chose autour d'un objectif commun et motivant. La motivation, c'est quelque chose qui s'entretient. On a le déclencheur, on a aussi l'intensité qu'on va y mettre et puis l'envie d'y aller. Et est-ce que j'ai envie d'y aller? Mais
voilà, on est un peu anesthésié émotionnellement en ce moment et le lien est aussi, et le blocage est aussi là, dans le sens où chacun fait le boulot, il y a quand même cette incertitude sur l'après et derrière, ben, il faut remobiliser les troupes et se remobiliser, ça veut dire se redonner ses objectifs de créer du lien, de créer du sens, de garder dans le temps et puis d'avoir cette intensité et cette action. Quand je vous parlais d'activités extérieures, ça pouvait être en effet, on arrive en fin d'année, ça pouvait être mettre en place un team building, des choses comme ça. Mais bon, toutes les activités d'événementiel sont fermées, on ne peut plus aller au restaurant, enfin, mais ça va revenir. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Et là, cette phase de transition est très compliquée aujourd'hui. C'est une phase très, très complexe qui nécessite en effet de reprendre du temps, de poursuivre parce que vous faites, peut-être continuer à le poursuivre, continuer à proposer des activités de connexion, de team building ou ce genre de choses que vous pouvez créer même à distance. Mais c'est vrai que ça prend du temps et le à distance a des limites. On ne peut pas non plus poursuivre comme ça, mais on a de toute façon, on va de toute façon, ça va prendre du temps par rapport à ce qu'on avait avant. L'intégration du changement, alors j'avais prévu d'autres choses, mais ça je vous le mettrai dans PowerPoint, c'est aussi de réinvestir la sphère travail avec des changements. L'intégration des changements, c'est-à-dire oui, il y a du télétravail qui va de toute façon faire partie de notre fonctionnement aujourd'hui, peut-être 1 ou 2 journées par semaine, mais pas tout le temps, de recréer un sens différent et de pouvoir aussi offrir des espaces de parole par le biais de petits outils comme ça pour pouvoir en effet recréer du lien et recréer du sens. Vous avez, je pense, on a quand même une panel d'outils, une panel de services qui nous permettent d'identifier un peu clairement la façon dont on va pouvoir se connecter. N'hésitez pas à continuer, vous, ce que vous êtes en train de faire pour justement créer du lien et avancer. Mais ça va prendre du temps de revenir à quelque chose de normal, je pense. Oui, puis comme vous disiez, ce qui est compliqué, c'est que moi, avant, j'organisais justement beaucoup de choses extérieures. Oui. Bon, là, j'ai essayé d'organiser, on va dire, des pique-niques à l'extérieur. On est à Antibes, il y a le Cap d'Antibes, il fait beau. Oui, mais ça ne peut pas être sous la contrainte. Je sais. Et que du coup, parce qu'en plus, c'est pendant les heures de déjeuner, quand vous vous heurtez à 3-4 fois un non, même moi, en tant que manager, à bout d'un moment, je dis, bon, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. C'est ça qui est compliqué en fait. Laetitia tout à l'heure a évoqué le chose, c'est-à-dire que quand elle a fait la campagne de webinaire, elle l'a imposé. Ça passait ou ça cassait, mais elle a imposé ça et ça n'a pas duré longtemps. Hein, tout le monde était obligé de se positionner pour qu'en effet, et tout le monde, hein, même le staff de la direction, tout le monde s'est positionné. Et ça a permis en effet à un moment donné de pouvoir remettre les gens sur les rails en fait, de remobiliser les personnes. Après, c'est à voir en fonction de vous, votre fonctionnement et le gap, en fait, le curseur sur lequel vous pouvez jouer, en fait. C'est surtout ça. Mais des fois, il faut peut-être remettre un peu, le trigger, c'est de mettre un levier, de dire, voilà, on y va. Et puis après, en effet, ça se poursuit. Et plutôt que de faire, c'est Laetitia à nouveau, et plutôt que de faire sur la période déjeuner, qui est une période finalement personnelle, entre guillemets, pourquoi vous n'organiseriez pas un goûter virtuel ? Alors, je ne sais pas si vous avez une équipe féminine, masculine, mais ça pourrait être demande voilà, vous faites tout le monde se met avec sa tasse de café, choisit un goûter symbolique, entre guillemets, ou ça peut être goûter symbolique. Oui, qu'est-ce qui vous fait petit déj aussi. Oui, voilà. Et du coup, ça permettrait. Alors ça, ils sont très, très réfractaires. Alors pourtant, j'ai quand même une équipe, on va dire, qui est mixte et qui est en majorité jeune. Mais alors ça, les cafés, apéros virtuels et tout, ils sont totalement contre. C'est pour ça que j'étais partie. Mais non, mais par contre, je peux retenir l'idée du goûter extérieur. Il faut que je trouve un lien, en fait. Et un objectif commun. Retrouver un objectif simple qui peut être mis en place assez rapidement. Un projet commun. On a besoin de se projeter dans l'avenir. On a besoin de voir voilà, le passé où on a fait, voilà, si on fait un bilan sur ce qu'on a vécu, c'est fait. Mais pensons à mettre une colonne plus. Et pensons aussi à dire, voilà, j'ai des ressources et maintenant je vais pouvoir passer à autre chose, quoi. Je vais y réfléchir. Merci en tous les cas. Avec plaisir. Aude, on a certaines personnes qui ont répondu dans le chat tout à l'heure quand vous posiez la question de ce que faisaient les personnes un petit peu. Oui. Donc, on a François-Xavier qui dit qu'il court le matin dans la colline derrière chez lui. On a Rémi qui nous dit méditation et du sport, marcher, courir. Voilà. Et
Et on a 2 personnes qui sont contraintes de quitter la visio, mais qui en ont beaucoup apprécié la qualité. Merci. Je vous ai fait le PowerPoint parce que j'ai encore plein de choses. Je pouvais tenir 3 heures, mais bon, il a fallu aller un peu vite. Donc, je vous mettrai je vous ai mis d'autres éléments aussi qui sont importants. Et puis, pensez, focalisez à vos objectifs généraux de vie et surtout, prenez plaisir sur ce qu'il faut faire parce que c'est vrai que, voilà, on ne sait pas, là, j'entendais encore ce matin des informations un petit peu alarmantes sur éventuellement une 3e vague. Donc, profitons des fêtes, c'est la trêve de Noël. Profitons de nos moments de retrouver les siens avec une distanciation sociale quand même qui est nécessaire, mais vous n'êtes pas seul, vous le savez, et ça va revenir. Ce lien, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. On va retrouver du sens, on va retrouver cette dynamique. Ça va prendre un petit peu de temps de reprendre confiance, et de renouer avec ce qui nous anime pendant, voilà, et puis qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Mais oui, c'est chouette que tout ce que vous évoquez et continuer à aller marcher, faire du sport, méditation, yoga et puis les petits exercices, pensez au butterfly hug là, pour pouvoir déstresser, respirer relax, enfin toutes ces petites choses qui vous font du bien en fait. Il faut trouver ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien et c'est important de pouvoir être dans cette phase-là, quoi. Je vous remercie. Si vous avez d'autres partages, n'hésitez pas parce que ça peut servir à d'autres personnes en effet de pouvoir partager certaines choses. Sachez que la visioconférence, elle sera disponible en replay dès cet après-midi ou grand max demain sur le site de l'UPE06. Donc, n'hésitez pas à diffuser autour de vous, voilà, si vous l'avez apprécié, à l'envoyer à vos contacts, de manière à diffuser ces bonnes paroles. Voilà, et puis je vous mets merci. PowerPoint qui a été voilà, qui est un peu plus dense en ligne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Au plaisir. Merci à vous. Merci à toi. C'est super. Merci. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Très bonne journée.